On va commencer et puis je pense que les retardataires vont nous rejoindre petit à petit. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce troisième 50 Break que donc, je vais co-animer avec Hugues Van Esbeek. Je m'excuse si je le prononce mal. Très bien, Estelle. Bien. Hugues qui est cofondateur et en charge du développement et de la stratégie donc, de la société French Hospitality. Au niveau du déroulé, Hugues, je te propose donc de te présenter. Après, on fera un rapide tour de table afin que chaque entrepreneur puisse se présenter à toi et qu'il t'explique un petit peu son projet. Et après, l'idée, c'est, Hugues, que tu nous présentes donc French Hospitality, la mission de ta société, vos enjeux à venir, passés. Et également que tu nous parles donc de vos deux marques que vous développez aussi en interne. Ouais. Puis après, qu'on échange sur voilà, les tendances du secteur d'hôtellerie que tu vois, toi, émerger, puisque tu côtoies très bien ce secteur. Exactement. Bah, écoute, merci Estelle pour l'invitation et merci à tous pour votre accueil. Alors, pour me présenter, d'où mon nom qui est assez compliqué, je suis franco-hollandais. J'ai grandi en France, j'ai quasiment toute ma vie, mais j'ai passé une partie aussi aux Pays-Bas vers mes origines. J'étais pas du tout dans l'hôtellerie à la base. J'ai un parcours école de commerce et j'ai fait du droit immobilier. Et en fait, après divers stages et quelques expériences à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, dans des métiers un peu de promotion et de découvrir un peu tout cet univers. Mon vrai pied dans l'hôtellerie a été en 2010, quand je suis rentré en France. J'ai été embauché, pour ceux qui connaissent, par Rocket Internet, le fonds d'investissement allemand qui lance pas mal de startups, peut-être un peu moins maintenant, mais qui ont lancé beaucoup à l'époque. Et en fait, j'ai été recruté pour lancer avec trois autres personnes le bureau de Paris de Wimdu, qui était en fait censé être le clone d'Airbnb. C'est comme ça qu'en fait, je suis rentré on va dire, dans l'hospitality au sens large et sur le côté d'abord un peu marketplace par la porte de ce que nous on appelle dans notre argot le private rental, mais qui est plutôt la version privée de l'hôtellerie dans des maisons et des appartements. Donc on a fait ça on a bossé pour Rocket pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Ça a été une super école. En 2010, la scène startup à Paris et en France n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Et donc ça a été une super expérience pour rentrer aussi dans un bain, d'apprendre à vraiment scaler un projet comme ça de manière assez agressive. Et en fait, dans l'entrepreneuriat à proprement parler, je suis rentré en 2012 avec mon associé Maxime, puisqu'on a cofondé une société qui s'appelait Square Break, qui existe toujours sous diverses formes, mais qu'on a fait grandir pendant 5-6 ans. On a eu, comme toutes les startups, des hauts, des bas, et en fait un vrai début de succès et de traction à partir de 2015, puisqu'en fait on cherchait à faire une levée de fonds assez conséquente, et finalement c'est le groupe Accor Hotel qui rentrait d'abord de manière minoritaire dans notre capital. Puis en 2017, on l'a revendu la société. Donc on a vendu Square Break, qui est devenu, pour ceux qui connaissent, partie du groupe One Fine Stay que Accor Hotel avait déjà acquis l'année d'avant, je crois en 2016. Et donc voilà. Donc moi, je suis devenu responsable de tout le développement de One Fine Stay et en plus le PNL de l'Europe. Donc j'étais CEO pour l'Europe pendant 2 ans. Donc 2 ans on va dire, de buy-out pour le côté entrepreneurial, avec une vente de la société Accor. Et en fait, donc fin 2018, je quitte le groupe pour repartir sur d'autres aventures. Donc on est resté toujours associé avec Maxime Le Saunier, mon associé historique. Et en fait, French Hospitality existait déjà. Donc, ce n'était pas une création de société. On a réinvesti dans la boîte en fonds propres et on a repris 50% du capital, puisque French Hospitality avait été cofondé par 3 associés historiques en 2015 à Bordeaux. Et ce qu'on voyait là-dedans, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'était une société extrêmement capé sur toute la technicité hôtelière,
si je peux m'exprimer ainsi, 3 associés qui ont développé un concept autour de l'accompagnement de projets hôteliers pour des porteurs de projets sur un filon qui était un peu inexistant en France jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire se positionner entre les grands groupes qui apportaient des solutions clés en main quand on prenait une marque ou une franchise ou un contrat de management, et des purs indépendants qui, eux, étaient un peu laissés à eux-mêmes sur des petits territoires ou des petits hôtels. Et donc, l'idée, c'était de venir combler ce vide avec une vraie solution d'accompagnement un peu pro pour tout type d'investisseurs ou de porteurs de projets, pour les accompagner dans ces démarches. Voilà. Donc, nous, en fait, on a voulu, avec Maxime, continuer dans l'entrepreneuriat. Et donc, avec les 3 associés de French Hospitality, on s'est associés donc en 2019, tout début 2019. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et on développe plusieurs choses, mais notamment 2 marques dont je voudrais vous parler. En fait, on parle de French Hospitality, mais c'est plutôt, on va dire, la marque holding employeur. Les 2 marques sur lesquelles on travaille sont Gogaï et Le Hameau, donc 2 typologies d'hôtels. Alors, je ne sais pas si tu veux que je m'arrête, Estelle, d'abord introduire tout le monde et après on rentrera dans le sujet. Eh bien, si tu veux, pardon, je te propose qu'on fasse un tour de table. Oui, bien sûr. Comme ça, tu as vraiment une idée de tous les projets qui sont représentés là devant toi. Et du coup, après, pour les échanges, je pense que ce sera beaucoup plus simple de rebondir Oui, bien sûr. par rapport du coup, à ce que tu fais chez Fresh Hospitality. Je propose que Cédric, tu commences? Ouais, avec plaisir, aucun problème. Bonjour Hugues, du coup, merci pour cette présentation. Moi, je suis Cédric, je suis fondateur de la société Monkey Loki. Ce qu'on a réalisé, ce sont des machines, des consignes qu'on accroche au mur pour réaliser du self-check-in, self-check-out, puisqu'elles vont être reliées directement à soit une application mobile, soit votre site de réservation en ligne. Et ainsi, on peut assurer de la réception 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment pour les groupes hôteliers qui sont en train de s'équiper et d'avoir cette solution soit de secours, soit complémentaire lorsque l'accueil n'est pas ouvert. Donc, c'est vraiment des petits casiers qu'on accroche au mur et qui sont totalement connectés et qu'on peut paramétrer à distance, gérer à distance. Top. Merci. On va peut-être bosser ensemble un jour. Ouais, avec grand plaisir. On est vraiment, on a hâte que l'hôtellerie réouvre parce qu'effectivement, on a énormément de clients qui se positionnent et qui attendent qu'une seule chose, c'est le feu vert pour démarrer avec des solutions comme la nôtre. Cool. Merci Cédric. Merci à vous. Je ne sais pas qui veut reprendre la main. Charlotte? Yes, avec plaisir. Donc bonjour, moi je suis la cofondatrice de Prune. Prune, c'est une solution qu'on a développée, une solution de restauration destinée aux lieux qui accueillent du public et qui n'ont pas forcément de cuisine sur place. Et donc on a une gamme de produits 100% bio, cuisinés dans des bocaux en verre et qui se conservent sans aucun additif jusqu'à 90 jours au frais. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution à la fois de room service, mais également de restauration un peu plus poussée pour ceux qui le souhaitent. Merci Charlotte. Jean-Hélène? Hello. Jean-Hébert Rougagnou, je suis fondateur de Taximatch. C'est une solution de mobilité partagée. On a 2 services, principalement les transferts gare-aéroport vers notamment des hôtels. Ah, je crois qu'on vient de perdre Jean. Le temps que ça connecte. Ah, Jean, t'as perdu, du coup, ça a bugué. Voilà. Je vais reprendre. Donc, on propose du transfert gare-aéroport, notamment vers les hôtels, pour permettre aux passagers de payer moins cher leur transfert. Donc, c'est super intéressant pour toutes les arrivées, départ en dehors des horaires de transport en commun. Ça permet de réduire le budget de transport et donc de passer une nuit de plus, par exemple, à l'hôtel. Et on a un autre service qui est comme des lignes de bus, sauf que c'est des lignes de taxi qui vont permettre à des noctambules de circuler facilement la nuit avec des arrêts virtuels. Et donc, c'est des arrêts qu'on met à des bars ou clubs, mais aussi ça peut être des quartiers résidentiels ou des hôtels, qui permet à l'hôtelier d'être peut-être pas très bien placé, mais d'avoir à disposition des taxis qui vont circuler de manière régulière et d'emmener les clients vers des lieux d'activité nocturne.
Voilà. Ça, c'est une super idée. Voilà. Ça amène énormément de questions, mais je trouve ça génial. Ouais, merci. Merci, Joanne. Rui? Ah, je sais pas si Rui a frisé. Donc, du coup, voilà, on va passer à un autre projet. Fabienne, si tu veux, viens te présenter. Oui, bonjour. Fabienne, donc fondatrice de Caravelle, qui est une marque de la société Image. Nous développons des solutions pour améliorer la qualité de l'accueil touristique en aidant les professionnels, les accueillants, donc souvent les réceptionnistes des établissements d'hébergement, à mieux comprendre et mieux appréhender l'information touristique, ce qui passe par une solution d'information, une solution d'accompagnement du client final et également maintenant une solution d'apprentissage, un module de formation en fait. Voilà. Merci Fabienne. On a aussi la startup Nomad Earth. Je ne sais pas si... Oui, bonjour. Je suis Jojo, CEO et fondatrice de Nomad Earth. C'est une application pour les globetrotters pour encourager de voyager de manière plus sécurisée. En gros, actuellement, on sélectionne les hôtels et l'auberge qui sont accueillants pour les femmes, ce qu'on peut vraiment recommander fortement. Donc, on a déjà fait un partenariat avec la ville de Séoul l'année dernière. Et on a sélectionné une vingtaine de hôtels qui sont comme étoiles Michelin. Et ici, on veut commencer en France à partir de Paris. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si du coup tu nous entends ou pas. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bonjour, Ruud Texera-Gras, je suis le cofondateur d'Hotel Apps. Et nous, d'ailleurs, c'est nous qui avions suggéré que ce serait intéressant que French Hospitality parle aujourd'hui dans le Welcome City Lab via les contacts Maxime avec qui on était en contact. Et donc, bonjour Hugues, on ne se connaissait pas encore. Oui, enchanté. Et voilà. Vous aussi. Enchanté aussi. On est une solution, une plateforme de gestion de la donnée client qui permet très rapidement d'automatiser tous les points de contact du parcours client, que ce soit même les confirmations de réservation qui souvent sont laissées un petit peu à l'abandon et partent des systèmes transactionnels. Et donc, on sert de cœur de la gestion data client et du marketing automation pour l'hospitalité. Il y en a une particularité, c'est qu'on est très orienté API, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une application, on a plein d'API qui permettent de construire un profil client avec les données de l'hôtel, mais aussi les données d'autres sociétés, partenaires de l'hôtel, qui vont alimenter un profil client unique. Et donc, on a une forme de CRM collaboratif avec après l'intelligence de la donnée qui est partagée entre l'hôtel, les différentes activités de l'hôtel, mais aussi éventuellement d'autres business autour. Donc voilà, et on se développe beaucoup en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. On est déjà dans 9 pays. Et 2020, contre toute attente, a été une très bonne année pour les hôteliers innovants. Donc c'était une belle surprise. Ouais, c'est ce qui semble se dégager. Et tant mieux, c'est ceux qui innovent sont gagnants même dans les crises. C'est cool. Ouais, tout à fait. Et ça continue. On a un doublement des leads entrants là en début d'année, donc on est agréablement surpris du fait qu'au moins une partie de l'hospitalité croît et continue à bâtir le futur, quoi. Et je pense que c'est un peu votre cas. C'est ce qu'on essaye. Au moins, on se battra jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Clairement. Merci Rui. Je pense qu'on a fait tout le tour des projets. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Non. Bon, voilà. Du coup, voilà, Hugues, tu vois à peu près tout le panel de le panel et c'est super intéressant. Enfin, franchement, c'est une belle initiative du Welcome City Lab de mettre ça en place parce que voilà, on rencontre sur un créneau comme ça plein d'entrepreneurs avec lesquels il y aura sûrement des synergies et voilà, on est tous un peu plus ou moins dans les mêmes univers, donc génial de pouvoir se rencontrer. Pour vous reprendre un petit peu l'histoire de French Hospitality et ce qu'on fait, alors certains connaissent un petit peu comme Rui, mais juste pour revenir un poil à la genèse de l'histoire, quand on s'est rencontrés, les 5 associés, on se connaissait déjà un peu des univers, mais il y avait plusieurs constats. Le premier, c'est alors comme beaucoup de gens autour de la table, c'est se dire qu'il y a un problème quand même
dans l'hospitality et encore plus dans l'hôtellerie depuis quelques dizaines d'années, avec plusieurs phénomènes. Je m'y attarderai pas trop ce matin, mais évidemment, on a sur la partie hôtelière, que ça soit sur les hôtels proposés, un vieillissement de l'infrastructure, une expérience client qui est pas trop rendez-vous, enfin des phénomènes où on pousse des portes enfoncées, mais des phénomènes qui sont là maintenant depuis quelques années. Nous, le constat qu'on avait envie de faire pendant 10 ans, on s'est quasiment plutôt battu contre les hôtels en se disant la location court terme est peut-être une solution alternative, et en mettant un certain niveau de service, parce que nous, c'était notre business model, c'était vraiment apporter du service dans des lieux privés, pourquoi pas combler ce vide. En fait, je pense que maintenant, avec quasiment 10 ans dans ce marché, je pense qu'il faut voir la chose différemment, et il y a plutôt de la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'on avait envie de faire, le challenge avec French Hospitality, c'est de dire côté hôtellerie, comment on fait bouger les lignes, et qu'est-ce qui manque pour faire en sorte que les gens retombent amoureux d'aller à l'hôtel, et en tout cas le vivre comme une expérience agréable, et pas que et qu'on parle pas que d'Airbnb. Donc nous, notre premier marché, alors sur les deux marques, je vais parler un peu spécifiquement des deux marques qu'on développe. La première, je vais la balayer rapidement, mais c'est le Hameau. Donc, c'est des hôtels plutôt en périphérie. Alors, on a un premier hôtel qui se construit aux portes de Paris. Donc, on est sur la commune de Poissy, collé, pour ceux qui sont en région parisienne, dans le département des Yvelines, collé à la forêt domaniale de Marly, qui a deux gros avantage, c'est qu'on sort de Paris très rapidement par la 13 et la 14 à l'ouest, et qui est un peu les flux, on va dire, de population villégiature. On est collé au nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, qui représente un pôle d'investissement phénoménal. Et on a ensuite des villages avec des CSP plus aux alentours, des golfs de grande renommée pour l'Île-de-France. Et donc là, on crée sur une emprise foncière assez incroyable, parce qu'on a quasiment 200 hectares avec notre associé propriétaire des lieux, où on crée un hôtel de 82 chambres. Alors quand je dis un hôtel, c'est pour vous visualiser l'infrastructure, mais c'est plutôt un corps de ferme qui va rester tel un corps de ferme. Et donc le hameau, c'est un lieu en fait où on propose aux citadins justement de venir se ressourcer, soit le soir, soit à midi, soit le week-end, soit sur des plus longs séjours, et de vivre une expérience complètement immersive dans un cadre naturel, en toute simplicité, sans chichi et sans faire du green bashing pour en faire outrance. C'est plutôt un lieu de tranquillité où on va retrouver pas mal. On va retrouver le confort d'un service hôtelier, mais avec cet esprit, voilà, de vraiment sortir de la ville et venir se détendre. Et l'idée est venue un peu justement du hameau de Marie-Antoinette, qui était un peu ce lieu où elle s'échappait des modalités de la cour à Versailles. Et comme on est sur la plaine de Versailles, c'était un clin d'œil à ce hameau-là. Donc nous, c'est HAMO. L'hôtel devait ouvrir en 2022, mais a priori, avec le Covid, ouvrira en 2023, avec une belle programmation. Et voilà, je pense qu'on aura une communication globale sur le projet en temps voulu. Donc ça, pour nous, c'est une hôtellerie qu'on pousse, qui représente, on a plusieurs projets similaires à côté de grandes agglomérations, qui représentent un vrai marché qui s'est créé il y a quelques années, d'avoir quelque chose, les Anglais l'ont un petit peu fait avec ceux qui connaissent, avec Soho Farmhouse, d'avoir des vrais lieux aux portes des grandes agglomérations pour aller respirer un petit peu, que ce soit le temps d'un week-end ou même d'une soirée ou de quelques heures, et pour avoir comme ça, avoir un lieu d'accueil qui ne soit pas uniquement un lieu prédéfini par sa fonction, soit un restaurant, soit un hôtel, mais qui englobe comme ça pas mal d'activités qui permettent de venir se détendre. Donc ça, c'est pour le hameau. Il y en a un pour l'instant. On a des projets très similaires. On ne sait pas si on va y adosser la marque pour vraiment créer cet effet de réseau, ou si chaque lieu va avoir sa propre identité, puisqu'on a un lieu comme ça aux portes de Bordeaux aussi également qui est en cours de développement, et puis potentiellement un autre à côté de Barcelone à venir. Donc on est en train de voir ça. Et puis notre deuxième projet, qui nous prend, on va dire, 80% de notre temps et notre bande passante, c'est la marque Gogai. Et la marque Gogai, c'était une volonté quand on s'est associé sur French Hospitality, de vraiment, là, pour le coup, remettre l'hôtellerie au cœur des villes. Alors, ça veut dire quoi? Pour nous, le constat qu'on faisait, c'est que depuis
une trentaine d'années, et Dieu sait si je connais bien Accor et Louvre-Hôtel et tous ces grands groupes, on a eu deux phénomènes. Qui est aussi le phénomène qu'on a vu dans le retail avec des centres-villes. Alors, quand je parle des centres-villes, je ne parle pas des grandes villes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris. Je parle plutôt des villes type préfecture, sous-préfecture, entre 80, 90 000 et 200 000 habitants. Donc, toutes ces villes qui constituent, il y en a à peu près 80 en France, hein, qui sont quand même des villes d'une certaine taille, qui ont des services administratifs, qui ont des cœurs de ville, qui ont vraiment une vraie organisation sociétale et de cités, et qui ne sont pas juste des petits villages, et qui en fait manquent cruellement de vie. Donc, on sait qu'il y a un phénomène où déjà les commerces ont quitté ces cœurs de ville. Et en plus, sur la partie hôtelière, qui est encore plus marquante, on a eu un développement comme dans les retail parks d'une hôtellerie plutôt périphérie, avec toutes les marques qu'on connaît, Ibis, Mercure, Novotel, et pour citer les Français, mais aussi des Holiday Inn, Marriott, et voilà, enfin il y en a pour tout le monde. Et donc voilà, une vie qui s'est plutôt organisée en périphérie de ces villes. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, avec deux phénomènes, mais un qui surtout le ferroviaire, parce qu'on a la chance en France d'être un des seuls pays au monde avec un réseau TGV qui fonctionne quand même plutôt bien. On parlait de la RATP, Cédric, un peu avant, mais on a beau critiquer les retards des trains souvent, mais on a quand même la chance d'avoir un maillage territorial du ferroviaire en France qui est assez incroyable, avec sur la plupart de ces villes des destinations TGV en moins d'une heure ou deux de Paris qui nous permettent voilà, de quasiment aller partout en France. Et donc, ça c'est le premier pilier sur lequel on veut s'appuyer, c'est ce réseau ferroviaire. Et ensuite, ces cœurs de ville qui ont, le deuxième pilier, c'est ces cœurs de ville qui ont un patrimoine architectural assez incroyable, qui est complètement dévalorisé, ou en tout cas pour beaucoup de ces lieux laissés à l'abandon, parce que c'est des services publics qui ont délocalisé. Je pense au PTT, aux banques de France, aux bureaux de poste, aux anciens couvents, aux anciennes prisons, tous ces lieux qui étaient dans des cœurs de ville historiquement, et qui ont petit à petit quitté ces zones. Ce qu'il faut regarder quand on regarde une carte de l'Europe, c'est en fait toutes ces villes de taille moyenne correspondaient à l'époque à alors je vais un peu loin, mais à des étapes de l'Empire romain, où on allait en fait, et la fonctionnalité première d'un lieu d'hébergement, d'un hôtel ou d'une auberge, c'était en fait de pouvoir se reposer, bien dormir et bien manger, pour ensuite reprendre son voyage ou faire du commerce. Et donc nous, c'était un peu la fonction qui nous intéressait, c'est de se dire comment on peut redonner des lieux, comment on peut réimaginer c'est la circulation, en tout cas la manière dont on consomme les centres-villes, qui passe par en fait, les trois piliers du divertissement et de l'hospitalité au sens large: se nourrir, se loger et travailler ou se divertir. Et donc, c'est un peu par ce spectre-là qu'on a voulu approcher la marque Gogaï et French Hospitality, et les développements qu'on fait sont dans ce sens-là. Donc Gogaï, c'est quoi? C'est une marque cœur de ville sur de l'hôtellerie 3-4 étoiles, avec une promesse simple, c'est de se dire: je veux pouvoir dormir dans les 80 préfectures et sous-préfectures françaises, dans une chambre à moins de 100 € la nuit, confortable, avec un lieu où je vais pouvoir me restaurer, et une expérience aussi physique que digitale qui soit à la hauteur de mes attentes. Donc, quand je dis digital, c'est évidemment toute la partie, donc Rui et Cédric qui connaissent un rayon, mais toute la partie, voilà, serrure connectée, pouvoir faire son check-in sur son mobile. Historiquement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est le premier truc qu'on a vu, c'est que les hôtels, et pourquoi le virage de l'hôtellerie est tellement difficile, c'est qu'historiquement, un hôtel, c'est un énorme bâtiment. C'est une unité foncière assez grand, assez astronomique, et donc ça fait quand même peur aux gens. Et historiquement, on avait besoin de ces unités physiques parce qu'on avait besoin de voir le client rentrer, et donc de lui faire un check-in, de lui prendre sa carte bleue, de lui faire signer un papier comme quoi c'était bien lui, un chèque de caution, enfin bref, plein de choses qui existent encore dans le monde, mais qui petit à petit sont en train de se dématérialiser, et qui donc n'ont plus lieu d'être. Et donc, la première réflexion qu'on a eue, c'est: est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir un point d'accueil physique quand on rentre dans un hôtel? Plus vraiment. D'ailleurs, Airbnb l'a à moitié résolu, en se disant, à partir du moment où je peux vérifier l'identité de mon client, qu'il a payé, un petit peu comme sur un Uber ou sur une application de consommation de services, et que j'ai vérifié son identité et que je peux lui donner accès à son lieu d'hébergement, finalement, tout l'amont, j'en ai plus besoin. Donc ça, c'était le premier constat. C'est de se dire: est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un monde de demain, dissocier la partie hébergement de la partie, en fait,
de la partie, ce qu'on appelait historiquement le lobby, mais qui est plutôt dédié à la consommation, à la socialisation, donc au F&B, comme on l'appelle nous dans notre jardin, le food and beverage, et donc se dire, on va plutôt avoir des zones qui vont se ressembler de plus en plus à des tiers-lieux type restaurant. On le voit sur plein de néo-concepts. Hein, tout le monde connaît, je pense, des trucs comme le Hoxton à Paris, où les gens viennent plutôt pour boire un verre ou prendre le goûter ou faire une réunion, plus que pour dormir. Finalement, c'est un hôtel. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de travailler sur quel est le rôle social d'un hôtel. Pas quel est son rôle dans l'implantation, mais quelle fonction sociale il a dans une ville. Et donc, repartir du parcours client quand on arrive dans une ville. Donc, j'arrive en train, si je vais faire un rendez-vous demain à Blois, à Bordeaux, à Angoulême ou à Périgueux, je vais arriver en TGV ou en train dans la ville. Alors, je peux venir en voiture, mais on va dire que c'est de moins en moins le cas parce qu'on va miser sur des transports collectifs. Et la première chose que je vais faire, c'est aller poser mon sac ou ma valise, si j'arrive le soir pour un rendez-vous le lendemain, dans ma chambre d'hôtel. Tout le monde fait à peu près le même parcours. Donc là, j'ai besoin de quelque chose de central. J'ai besoin de quelque chose qui va correspondre à mon parcours de consommateur du lendemain. Donc, si je suis venu pour un rendez-vous à faire, je vais avoir besoin d'une chambre plutôt dans le centre-ville, proche, je sais pas, des administrations et des services. Si je suis venu plutôt faire un voyage découvert de la ville, je vais plutôt vouloir être vers les monuments ou vers le quartier commercial. Et si je suis venu en famille ou entre amis, je vais plutôt vouloir être un petit peu plus éloigné pour bénéficier d'un peu plus d'espace et peut-être avoir un logement plus type appartement. Donc, finalement, pendant des années, je pense que les marques ont positionné Terry par rapport à un segment d'une clientèle, disant moi, j'ai une marque 5 étoiles et je cible une clientèle 5 étoiles. Mais nous, on a plutôt la vision qu'en fait, une clientèle se segmente par rapport au rôle qu'elle va avoir dans le lieu qu'elle va visiter. Et donc, si demain, je suis client touriste, je vais peut-être avoir besoin d'un appartement avec ma famille et d'une expérience dans un tel quartier. Et finalement, le lendemain, je vais plutôt avoir besoin de quelque chose de plus confortable pour les affaires et donc une chambre un peu supérieure. Et donc, avec GoGuide, c'est ça qui nous intéresse, c'est déstructurer les hébergements. Donc, se dire finalement, être un peu à la croisée des mondes de ce que faisait le private rental en disant on va avoir des appartements un peu dispersés dans la ville, ce qui est le business model d'Airbnb en tant que marketplace. Hein. Mais en fait, la limite de ça, pour moi en tout cas, c'est l'expérience physique, c'est-à-dire, ok, super, je réserve en ligne, digitalement, j'ai rien à dire, l'appli est dingue, la tech derrière Airbnb est dingue, l'expérience digitale est superbe, mais en fait, quand j'arrive dans les lieux, je suis tributaire d'un hôte qui, lui, n'est pas forcément sur le même cahier des charges. Et même si j'ai des notes et un système de rating et tout, l'environnement dans lequel je vais être va pas forcément être très professionnel ou hôtelier. Et donc, c'est là où ça nous intéresse, c'est de se dire, OK, donc la première partie, elle nous convient bien. La deuxième partie, il faut y remédier et donc plutôt avoir des bâtiments et des lieux physiques qui rassurent les gens et donc dans lesquels on va retrouver des codes de l'hôtellerie. Donc, typiquement, un bâtiment entier dédié avec des chambres hôtelières, ça me va parce que je sais que je suis dans un environnement aseptisé, calme, confortable, aux normes, avec des sécurités incendie, avec des choses. Voilà. En revanche, une fois que j'ai posé mon sac dans ma chambre, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être aller me balader et découvrir le cœur de ville. Et donc, c'est là où on a positionné, nous, plutôt nos lieux de vie de la partie hôtelière dans des lieux type dans des halles. Donc, on regarde nos hôtels sont des hôtels souvent déstructurés. Donc, les deux premiers sont en cours d'ouverture. On va avoir la première ouverture en octobre à Limoges et la deuxième, a priori, qui va suivre juste derrière en fin d'année à Tours. Donc, c'est nos deux villes de départ. Et donc, sur ces deux destinations-là, typiquement, on a déstructuré. On a des immeubles d'hébergement, 2 dans la ville, avec à chaque fois une vingtaine d'unités de logement. Et la partie lobby centrale F&B restauration, qui, elle, va être dans une halle à part et qui va servir de lieu d'accueil. Donc, on appelle ça une halle parce qu'il s'y passe plein de choses. C'est à la fois un lieu de restauration emportée, de restauration sur place, de producteurs. Donc nous, on appelle ça le bercail. Donc, c'est nos bercails, c'est nos hubs centraux, servent en fait de relais dans ces cœurs de ville et donc peuvent y venir à la fois les clients de nos hôtels, mais aussi des locaux. Et donc, en créant un lieu un peu plus retail, on se permet aussi d'ouvrir la porte sur un business plan qui est complètement différent d'un business plan hôtelier, qui est plutôt de différer. Alors, j'aime pas trop le terme, ça fait un peu grand groupe, mais business unit, où on a de l'hébergement et un modèle économique
dédié à l'hébergement, et un modèle plutôt restauration et F&B qui tient tout seul et qui permet aussi d'accueillir du monde dans cette zone-là. Donc voilà un peu ce qu'est Gogaï. Gogaï, voilà, Gogaï d'ailleurs, c'est un mot de vieux français qui veut dire passer un moment convivial tous ensemble, joyeux. Donc voilà, c'est faire Gogaï en fait. Hein. Et donc voilà l'historique de la marque. Donc petit à petit, on va uniquement communiquer que sur Gogaï. Donc je vous parle de French Hospitality aujourd'hui parce que c'est la marque employeur et c'est la holding du groupe, on va dire. Mais on va petit à petit parler uniquement de Gogaï et de cette nouvelle marque hôtelière qui sera donc 100% française dans un premier temps, 100% intégrée et opérée par nous, puisqu'on n'est pas du tout pour l'instant parti sur des modèles de franchise ou des modèles traditionnels hôteliers où on proposerait juste parce qu'on veut tenir l'expérience client. Et donc une nouvelle hôtellerie qui va être basée un peu sur ces piliers-là, donc des très bons produits, des hôtels locaux qui réinvestissent le patrimoine existant. Donc on est uniquement sur de la réhabilitation et une vision très poussée de l'expérience également digitale pour le client, parce que l'idée c'est pas de refaire des auberges dans le temps, c'est d'allier le meilleur des deux mondes et donc d'avoir un côté très authentique et très local dans l'expérience qu'on va vivre sur site, mais en même temps d'avoir quelque chose d'assez intuitif et moderne. Et je pense que vous en avez travaillé avec nos équipes là-dessus. On mise beaucoup aussi sur le digital et on a une équipe de 5 développeurs basés à Marseille en interne, puisque notre CTO, pour ceux qui connaissent, était l'ancien cofondateur de Verilastrum, une application qui permettait de réserver des chambres d'hôtel en last minute un peu partout en fonction des occupations qui restaient. Voilà, je dis beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde ou en tout cas s'il y a déjà des interrogations sur ce qu'on fait. Estelle, tu m'as mis une petite trame. Je sais que je la respecte qu'à moitié. Je saute un peu. Non, ça va. De toute façon, c'est très intéressant. Donc nous, on prend de toute façon toutes ces informations-là. Je ne sais pas du coup si quelqu'un a déjà des questions. Un peu dans notre univers Gogaï et donc French Hospitality. Donc aujourd'hui, juste pour vous parler un peu des enjeux et de la société, on est une quinzaine de collaborateurs. On a 2 bureaux principaux qui sont, 3 bureaux parce que Maxime et moi-même sommes à Paris. Sébastien, Charlotte et Agnès, nos 3 autres associés sont à Bordeaux. La plupart des opérations sont à Bordeaux, parce que historiquement, la société était fondée à Bordeaux. Et toutes les équipes techniques sont à Marseille. Donc, on est déjà assez remote et dispersé dans un monde post-Covid, ce qui n'était pas du tout prévu, mais ce qui va très bien, parce que comme ça, on a aussi un maillage opérationnel et territorial sur les prochaines ouvertures. Voilà, pour l'instant, on se développe à peu près de manière indépendante, puisque la société est détenue uniquement par les 5 cofondateurs. Et on a sûrement une volonté, on va dire, après les 2-3 premières ouvertures, de faire rentrer un gros partenaire sur la partie plutôt foncière. Donc on a déjà quelques contacts, donc plutôt un métier qui est de porter les murs, ce qui est très intensif en capital et pas forcément notre cœur de métier, où nous on va plutôt se positionner en tant qu'opérateur et distributeur d'une expérience sous une marque, donc plutôt sur de la création de fonds de commerce et de la marque Gogaï, et plutôt laisser la partie foncière et technique à des partenaires tierces. Est-ce que c'est à peu près oui. sur notre business model? Voilà. Est-ce qu'il y en a est-ce que vous voulez, est-ce que c'est interactif? On rebondit sur des questions ou je continue un peu sur le. On peut quand même passer à quelques questions. Je ne sais pas si. Alors, j'ai pas eu de questions dans le chat, mais sûrement qu'il y en a qui en ont. Alors, on a quelqu'un. Il y en a un qui a disparu. Oui. J'ai vu une main. C'est moi. Ah, c'est oui. Vas-y. Oui, c'était un petit peu peut-être faire le lien entre la partie sensuelle et de ce que vous avez décrit, un peu la partie infrastructure après. Est-ce que vous avez déjà bâti votre tech stack et où est-ce que vous en êtes de cette recherche, sachant que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'acteurs comme One Fine Stay ou Airbnb ou d'autres ont prouvé, et même des hôteliers aujourd'hui ont prouvé que parfois un concept hôtelier commençait par une tech stack, ce qui peut paraître presque paradoxal,
pour se mettre en œuvre. Il y a des Indiens incroyables qui ont fait ça avec une franchise d'hôtels bas de gamme, mais qui a C'est à Oyo. Voilà, exactement. Il y a d'autres boîtes qui se créent avec un concept et la technologie qui tient le concept pour après déployer. Donc, quelle est votre vue là-dessus? Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous développer en ayant le concept et la tech stack et après essayer d'avoir une notion de quelque part de franchise pour votre développement ou comment vous le voyez tout ça? Ouais. Alors, intentionnellement, dans un premier temps, non, pour deux raisons en fait. Bon, nous, c'est ce One Fine Stay, je connais par cœur et ce monde-là. Tout à fait. Il y a plein de boîtes qui sont montées d'abord sur plutôt sur une tech stack et après qui ont du coup agrégé du supply qui du coup a créé le concept. Nous, on est sur quelque chose d'assez différent. En tout cas, on veut le positionner un peu différemment. Pour moi, pardon, je tape. Pour moi, ceux qui ont le mieux réussi, c'est eux. C'est-à-dire d'avoir le hardware. Hein, si on considère qu'un hôtel, c'est peut-être du hardware et que tech stack, ça serait le soft. C'est qu'on voit que, en fait, alors c'est très ambitieux, mais on voit quand même que ça pêche toujours d'un côté ou de l'autre. C'est un peu l'analogie que je voulais faire avec Airbnb. C'est-à-dire que, oui, en soi, le produit Airbnb est incroyable. Et il a 10 ans de développement maintenant et il sera sûrement irrattrapable sur ce créneau-là, qui pour moi, Airbnb se positionne comme une marketplace et comme un distributeur de supply. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se positionner plutôt comme une marque. Et donc, c'est pour ça qu'on veut contrôler les lieux à part entière et les opérer nous-mêmes. Parce que je pense que la recette du succès, ayant été des deux côtés un petit peu, c'est justement la combinaison des deux choses. Si on n'a que la tech, eh ben, soit on a une super tech et du coup, le côté supply doit suivre, ou alors il y a une curation qui doit se faire qui doit être incroyable, mais je pense qu'on ne peut pas complètement apporter encore un concept exceptionnel on-site si on ne maîtrise pas les opérations. Donc ça, c'est mon opinion. Et deuxièmement, si on se dit qu'on fait que du on-site et qu'on gère qu'un produit hôtelier, dans ce cas-là, on est un boutique hôtel avec potentiellement une super expérience client, mais on est plutôt à la merci de la tech qui est disponible sur le marché. Nous, le parti pris, pour répondre bien à la question qu'on a voulu prendre sur la partie tech, c'est pas de réinventer la roue ou de créer le énième PMS. Parce que pareil, pendant 10 ans, j'ai vu ça, c'est-à-dire chacun voulait avoir sa stack et dire que c'était la meilleure. Finalement, on se rend compte que c'est un monde tellement complexe, tellement interconnecté, avec tellement d'enjeux pour performer que voilà, qu'on ne va pas repartir de zéro. Donc nous, on a pris le parti pris de faire quelque chose d'un peu hybride, où en fait, on crée un data pool et on vient chercher en API un peu toutes les meilleures solutions tech disponibles sur le marché. Donc, c'est pas un secret, hein, mais en marque blanche, notre PMS sous-jacent, c'est Apaleo, où on travaille avec eux parce qu'on trouve que leur vision, plutôt en tant que fournisseur de services est la bonne et pas vouloir imposer justement et plutôt être un fournisseur de briques. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est d'aller chercher les meilleures briques disponibles sur le marché et d'assembler l'outil le plus performant à partir de ces briques-là. Quand il y a une brique qui est inexistante vraiment sur un petit morceau, ben on va la recréer nous-mêmes. Mais l'idée, c'est plutôt, et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, c'est plutôt d'utiliser de plus en plus ce qui est disponible et que chacun est vraiment, soit bon dans son métier. Et je pense qu'on ne pourra pas être bon partout. Donc, on ne sera pas bon en CRM, on ne sera pas bon en PMS, on ne sera pas bon en serrure connectée, on ne sera pas bon en lockers, je regarde Cédric, ou toi, Rui, on ne sera pas bon sur ces verticales-là. Donc, on va les laisser à d'autres. En revanche, ce qu'on espère, c'est prendre les meilleurs partenaires qui, eux, vont avoir les meilleures connectivités et du coup, qu'on pourra l'intégrer de manière complètement fluide à notre expérience client. Et c'est ça c'est là où le pari sera réussi. Donc, une tech stack, oui, mais qui du coup, finalement, est une compilation des meilleures solutions disponibles sur le marché, bien compilées, parce que fabriquer des pierres, c'est un métier, les assembler, c'est un autre. Donc, il faut aussi pouvoir construire des belles stacks à partir de ce qui est disponible et que ça soit bien fait, et que ça soit pas juste connecté n'importe comment. Et puis ensuite, transposer ça sur une expérience utilisateur et avec des lieux qu'on espère à la hauteur de nos ambitions. Et on pense que ça va être ça la recette magique. Donc vraiment une passerelle entre les deux mondes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, oui, mais… Ouais, super, ouais, très clair. C'est très clair et très sensé. Voilà un peu
la vision en tout cas qu'on essaye et le cap qu'on se donne. Je suis tout à fait en phase. Par contre, c'est vrai que tu as parlé des fonctions de ton entreprise, tu as parlé du CTO, ce qui est parlant, parce que quelque part, je pense que malgré tout, dans ta test stack un assemblage, clairement, le CTO est une pièce importante. Donc ça, c'est un point que c'est le chef d'orchestre et c'est le docteur du produit. Sans lui, on fait rien. Sans lui, on ne fait rien. Et en fait, c'est ce qu'on reprochait un peu, même à l'hôtellerie, ayant été en interne chez Accor, ayant vu ce qui est un peu de la dette tech qu'ils ont depuis des années, tous ces grands groupes, mais dans laquelle ça sera très très dur de se dépêtrer. C'est que dans l'hospitality, tu as un tel ancrage sur 4-5 000 hôtels avec des systèmes qui ont 20-30 ans, tu as un tel ancrage et une telle inertie que c'est quasiment impossible sur des périodes inférieures à 10 ou 20 ans de transiter quoi que ce soit. Donc je pense que pour tous les nouveaux acteurs, et on parlait justement de ceux qui avaient bien performé, dont vous faites tous partie en 2020, la chance qu'on a, c'est de se dire, OK, on repart d'une page blanche. Et cette crise, potentiellement, ça va refaire. On gagne 10 ans sur les tendances et les habitudes de consommation. On gagne aussi inconsciemment cette agilité dans notre manière de consommer. Et donc, cette agilité va nous faire tester d'autres choses. Et en fait, au lieu d'avoir qu'une fraction de la population qui soit des early adopters sur des nouveaux concepts, on va peut-être avoir 20 ou 30% de la population. Et du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Sur tout ça. Donc, je pense que c'est une époque qui est plutôt golden pour nous tous. Maintenant, il faut qu'on soit bon et il faut qu'on délivre. Et oui, le CTO clairement fait partie de ces briques essentielles. Avec un maître mot, Hugues, effectivement, c'est l'agilité. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la complémentarité des briques et la facilité de connexion entre les PMS et les différentes API, aujourd'hui, c'est vraiment la pierre angulaire pour l'hôtellerie de demain. Nous, on est vraiment en train de le voir avec nos clients, c'est incroyable. Systématiquement, il faut se connecter au PMS. Ouais. Donc, on n'a même pas eu le choix en réalité pour bosser avec le monde de l'hôtellerie moderne et digital et accessible. Enfin, le monde de l'hôtellerie de demain, c'est indispensable d'avoir une API ouverte et bien documentée. Indispensable, sinon on fait pas grand-chose en effet. Hugues, vous nous avez dit le PMS que vous utilisez dans votre réseau, c'est lequel? C'est Apaleo, c'est allemand. Je sais pas si Apaleo, ouais, Apaleo, on ne connaît pas. Ouais. On travaille avec Resalis en ce moment, mais Apaleo, on ne le connaît pas encore. Voilà. Allez voir ce qu'ils font, franchement, c'est. Ouais, je regardais. De lever un gros paquet d'argent. 5 millions, ouais. C'est plus forcément signe de succès, mais là, en l'occurrence, connaissant bien le CEO et ayant des échanges de vision avec eux, c'est vraiment assez incroyable ce qu'ils font parce que c'est les premiers qui créent en fait les boîtes à outils pour moi des hôteliers de demain. Et ça, c'est une belle vision de vraiment s'effacer au profit de clients qui viennent chacun utiliser les briques en fonction de leurs besoins. Voilà. Oui, tout à fait. Et je vais regarder ce qu'ils font parce que parfois, on a, à l'inverse, on a des hôtels, lorsqu'on travaille avec eux et qu'ils souhaitent intégrer des solutions connectées comme la nôtre, parfois nous demandent conseils et souhaitent en profiter pour se digitaliser un peu ou changer leur PMS qui répond moins bien à leurs besoins ou qui est moins agile. Donc parfois, c'est intéressant d'avoir des bonnes références. Les yeux fermés. Alors, il y en a plein. Je ne vais pas faire la pub. Je n'ai pas d'action chez eux. Donc, je ne vais pas faire la pub. Mais il y en a plein. Mais en tout cas, actuellement, je trouve que c'est un de ceux qui regardent dans la bonne direction. C'est intéressant de bien connaître notre écosystème aussi et de savoir toujours s'adapter. Ouais, clairement. Mais si on pouvait bosser avec des Français, on le ferait. Bon, ça reste européen, donc c'est cool. Mais voilà. Donc, une des questions, Estelle, c'est un peu quelle est notre mission, quels sont nos enjeux, ça je vous en ai parlé. Pourquoi on a créé nos marques, je pense que j'ai un peu répondu aussi. Oui, là maintenant, ce serait plus connaître un petit peu les tendances que toi tu vois émerger dans ce secteur-là. Après, tu nous as beaucoup parlé du digital, de l'expérience vraiment full digital pour les clients. Moi, j'ai une petite question. Ça, c'est un peu une évidence. C'est comme si je te disais qu'Internet était la lumière. Mais j'ai quand même une question quand le tourisme reste quand même un secteur où le contact humain est quand même très important. On reste quand même sur du service. Comment tu fais quand même pour créer au sein de tes enseignes
quand même cette relation-là qu'il peut y avoir, cette proximité qu'on pourrait avoir avec l'équipe de l'hôtel, si derrière, par exemple, le check-in, le check-out, tout est digitalisé. Comment tu fais quand même pour créer cette interaction-là? Alors, c'est un bon point parce que c'est super de venir un peu sur les humains parce que finalement, on parle beaucoup de la tech, mais c'est les humains qui créent les business et les expériences, et que ce soit dans les équipes ou sur site, hein, et notamment dans le tourisme. Comme tu le dis, c'est la première interaction qu'on va avoir avec le client. En fait, longtemps, c'est beaucoup posé la question. Moi, je suis un peu un psychopathe quand je monte un business et je me pose tout le temps la question pourquoi. Et c'est un des trucs sur lequel on a le plus, on s'est le plus confronté, on a le plus travaillé, c'est de se dire finalement pourquoi on fait ça, quelle est notre fonction. Tu vois, on pitchait notre business model et beaucoup de gens y adhéraient en disant ça semble être quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on ferait de mieux qu'un restaurant? Qu'est-ce qu'on ferait de mieux qu'un hôtelier? Quand on va vraiment creuser, c'est là où on se pose des questions. Quelle est la valeur de l'humain? Et finalement, on arrive vite là-dessus. Donc, évidemment, il y a le recrutement. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut être humble en tant qu'hôtelier par rapport à ce qu'on fait. Et en fait, finalement, pour répondre à cette question, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien plutôt qu'on se positionne en tant que plateforme de talent et dire qu'en fait, nous, on va donner. Alors, quand je dis talent, c'est même jouer au-delà, c'est le mot artisan que j'aime employer parce que je trouve qu'on revient de plus en plus vers bien faire une chose et très bien la faire et que chacun doit endosser cette excellence dans sa fonctionnalité. Et que donc, quand tu regardes dans l'hôtellerie, historiquement, les gens avaient un parcours classique, sortaient d'école hôtelière, etc. Et puis on passait par le front office, le lobby, puis on passait en cuisine, un peu de plonge, un peu de chambre et tout. Donc ça marche très bien, mais d'une, il y a un phénomène qui se crée, c'est que forcément, on se rend compte, c'est pas forcément les gens qui voulaient faire de l'hôtellerie à la base qui sont les meilleurs avec les clients. D'ailleurs, les restaurateurs, on s'en sont rendu compte maintenant il y a quelques années, et donc on commence à recruter en dehors des canaux classiques de restauration. Et le deuxième sujet, c'est que en fait, ces gens-là, en fait, ce qui est important, c'est de mettre en avant leur talent. Et donc, ce que veut voir aujourd'hui la nouvelle expérience client pour moi, c'est la mise en avant de l'artisanat, mais alors pas forcément l'artisanat au sens, on pense tous à l'artisan, le coutelier ou un truc très manuel, mais aussi ça peut être des métiers de bouche, ça peut être un barman, comme on le voit, un mixologue, ça peut être un serveur même qui a une excellence dans son métier, ça peut être un chef de partie, ça peut être, je pense que Allô? Oui, tu nous entends? Ouais, c'est moi qui ai coupé ou c'était vous? Oui. Ah, désolé. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'être une plateforme pour mettre en avant tous ces artisans et tous ces talents et donc leur donner un lieu d'expression. Donc, en fait, quand on dit on embauche des gens et on les fait bosser dans un hôtel, non, on veut créer des plateformes physiques et aussi digitales, hein, par extension, mais ça, on vient d'en parler, des plateformes physiques pour que tous ces talents s'expriment et donc qu'en fait, on donne un cadre en disant nous, on est bon en distribution, on est bon en marketing, on va te sélectionner un lieu de travail, on va le mettre en avant, on va le brander de la bonne manière parce que ça, c'est ce qu'on sait faire. Et toi, en fait, on est plutôt des partenaires. Donc, ça va aussi dans un sens où on veut incentiver de plus en plus nos collaborateurs par des parts de société, par vraiment s'impliquer dans le cœur de la création de la marque. Et donc, c'est aussi dire, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que tu puisses faire ton métier du mieux possible et que du coup, on soit une plateforme pour mettre en avant ton talent. Et donc, voilà. Et donc, je pense que dans le côté humain, ce qui va créer demain les tendances dans l'hospitality, c'est comment faire exprimer ces talents et qu'en fait, chaque maillon de la chaîne, chaque collaborateur soit en fait une histoire à part entière et que du coup, quand le client vit quelque chose, il n'y a rien de mieux dans un lieu, peu importe le standing de l'hôtel, peu importe son nombre d'étoiles, peu importe le prix de la nuitée à la chambre, il n'y a rien de mieux quand on sent qu'on a une intention personnalisée. Et en fait, ça vient juste d'une chose, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à une personne dont sa plus grande qualité et son plus grand mérite, c'était de faire attention aux autres et de bien s'occuper des autres. Et donc, en fait, c'est ça être un bon hôte ou un bon hôtelier. Et donc, par cette compétence-là, il a du coup rendu une expérience excellente. Et donc, on va aller de plus en plus, pour moi, vers ça. Et donc, notre métier, c'est juste de donner la bonne plateforme et le bon support à tous ces artisans de l'hôtellerie de demain pour qu'en fait, le cumul de leur talent crée l'expérience finale client au final.
Et donc ça, c'est la vision. Et en plus, si tu adosses une couche là-dessus de digital, normalement, le client va vivre quelque chose d'assez incroyable. Ça ne veut pas dire que ça sera une réussite à tous les coups, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, mais en tout cas, voilà comment nous, on appréhende notre néo-métier d'hôtelier et comment on veut le vivre. Voilà. Ok, merci pour cette Je sais pas si peut-être que c'est clair dans ma tête et que je le retranscris pas super bien, mais en tout cas, voilà les choses sur lesquelles on veut appuyer. C'est très Sachant intéressant, que c'est des virages Ah. qu'ont pris notamment des Mama Shelter, par exemple, où finalement ils ont toute cette animation autour quand on est dans leur hôtellerie, enfin dans leur hôtel. C'est impressionnant tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'ils mettent en animation autour. Complètement. Et avant d'arriver à l'hôtel, pour parler du facteur humain, tu te rends compte dans le côté mobilité qu'il y a de moins en moins de contacts. Les aéroports investissent dans tout ce qui est contactless. Quand tu prends un véhicule pour te déplacer, ça va plutôt vers le robot taxi que le conducteur humain qui va te porter ton bagage ou te donner des indications. Donc, le côté humain va pouvoir devenir un plus quand il est de qualité pour tout ce qui est hébergement. Ben, voilà. Et en fait, je pense que c'est la complémentarité des deux. Tu vois, on ne pourra pas complètement effacer l'humain parce que ça serait une connerie, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une expérience humaine. Et en même temps, le contactless, le moins d'interaction. En fait, mais tu vois, quand tu mets tes bagages à l'aéroport, maintenant tu fais tout seul. Hein. Tu n'as plus le check-in, ton bagage, la facturation, tout ça, c'est pas en français. Ouais, alors. Ce qui est super pratique d'ailleurs. Super pratique. Mais le humain qui disparaît, parfois c'est un peu pénible. Ouais. Et j'espère qu'on gardera les interactions humaines exclusivement sur les choses à grande valeur ajoutée. Tu vois, donc comme ton exemple de l'aéroport est le bon, c'est-à-dire faire sa valise, payer un mec pour prendre sa valise et mettre une étiquette dessus, à la limite, c'est normal qu'une machine puisse le faire. En revanche, te dire, tiens, allez visiter telle boutique de l'aéroport et au fait, quand vous arrivez là-bas, il y a ça. Enfin, j'en sais rien, donner de la valeur ajoutée plus. Là, c'est super cool d'avoir de l'expérience humaine parce que tu as l'impression d'être un peu exclusif dans ta manière de consommer le service. Nous avons fait des sondages qui montrent que les visiteurs préparent beaucoup leur séjour sur Internet, mais qu'ils ont une très forte attente, une fois qu'ils sont sur place, une très forte attente dans la relation humaine, notamment pour leur indiquer tout ce qu'il y a à faire pour connaître le territoire, pour les bons petits plans, etc. Donc c'est là-dessus que nous, on essaye de se battre, en fait. Vous allez être à Tours. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu, parce que Caravelle est à Tours, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sur quoi? Sur le lieu? Le lieu, je le garde un peu secret encore quelques semaines parce que pour pas dévoiler trop la surprise et puis parce qu'il y a encore deux, trois petits arrangements juridiques qu'on doit boucler, mais on va être dans le cœur de Tours. On va être dans le cœur de Tours. On a déjà un bâtiment identifié pour la partie chambre. Donc ça, on sera si vous connaissez bientôt, on va être entre la gare et le centre historique, sur une artère un peu principale. Et pour la halle, on a plutôt une attirance sur un local assez grand, qui va du coup être une version un peu XXL potentielle de la halle Gogaï avec du coup beaucoup d'animation. Autant sur Limoges, on est sur le format. Enfin, c'est déjà grand. Hein, la halle de Limoges va faire quasiment 400 mètres carrés, donc c'est pas petit non plus. Mais surtout, on va plutôt être sur presque 700-800 mètres carrés, donc on va avoir une version un peu XXL du concept. Et du coup, on va y loger plus que dans la première version, avec du divertissement, avec vraiment un lieu qui vit toute la journée au rythme des journées. Je vous en ai pas trop parlé en début de présentation, mais un des piliers, c'est de suivre la journée des gens dans leurs émotions aussi, d'avoir un lieu très réconfortant le matin, avec un café, un croissant, le journal, quelque chose de très rationnel, où on est sur un lieu de passage et où les gens peuvent s'arrêter, d'avoir à midi des plats qu'on comprend, qu'on connaît,
À midi, on n'a pas forcément envie d'être sur la découverte. On est dans sa journée de boulot ou dans sa journée de travail ou de visite. Et donc, on a envie d'un plat efficace, rapide. Ça veut pas je ne segmente pas chaud, froid, emporté ou sur place, mais plutôt dans la nature du plat, un plat familial, léger ou plutôt lourd en fonction de l'appétit, mais un plat dans lequel on peut se retrouver et d'un service assez rythmé. Et le soir, on va plutôt être sur quelque chose de découverte. Donc voilà, on va suivre un peu dans le programme F&B aussi comme ça la journée des clients et travailler sur le côté émotion et ressenti et dégager des choses différentes dans un même lieu en fonction du moment de la journée. Donc dans la configuration du lieu, premièrement, dans la rapidité du service et de l'interaction humaine. Et donc voilà, prendre en compte ces paramètres-là qui souvent sont laissés à l'aléa et en revanche rythmer un peu la manière de consommer des gens en fonction du ressenti et des émotions qu'ils ont au moment de la journée, avec un service continu, avec aussi bien évidemment des choses essentielles comme pouvoir venir à n'importe quel moment, travailler, se poser, mais voilà, la connexion Wi-Fi, tout ça, pour moi c'est de l'acquis. Il y a quelqu'un qui me disait vous êtes un coworking, je dis mais tout lieu est un coworking. Enfin, aujourd'hui, une connexion Wi-Fi et un café, c'est un coworking, surtout dans un monde post-pandémie. Donc, cet argument-là, bon, je l'entends et en même temps, je l'entends pas. C'est oui, enfin, aujourd'hui, ça fait partie des meubles, quoi. Donc, ouverture 2023, hein, c'est ça? Non, ouverture là cette année. La première, 15 octobre, on ouvre Limoges. Et je pense dans la suite, novembre-décembre, on ouvrira Tours. Donc 2 ouvertures en 2021. On est en 2021 déjà. 2 ouvertures en 2021. Et ensuite, on va suivre. Alors, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'en fonction du taux d'occupation ou du succès de nos destinations, on peut rajouter des unités d'hébergement. Et donc, on peut potentiellement virtuellement et physiquement agrandir nos hôtels comme ça sans avoir besoin de reconstruire ou de prendre voilà, on peut ajouter et venir ajouter un immeuble avec 5 logements, 5 chambres, ça c'est pas un problème. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le point d'accroche central et d'être sur une hôtellerie agile pour utiliser le mot du moment. Voilà. Rui, je crois que tu avais relevé la main, non? Non, Rui, il est parti. Ah, il te remercie en tout cas pour cette présentation, mais il a dû partir pour un autre rendez-vous. Moi, j'ai une petite question très rapide. Vas-y. Du coup, je trouve le concept génial. Et est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser que je t'envoie des infos du coup sur notre gamme, sachant qu'on a en fait un type de produit de restauration assez souple et assez facile à mettre en œuvre avec des produits 100% bio. Où je peux t'envoyer des infos, mais du coup, je me dis que ça peut peut-être s'intégrer sur des moments de consommation un peu. Complètement. Je mettrai aussi dans la boucle un de mes associés qui s'occupe plus spécifiquement de cette partie un peu F&B, mais avec grand plaisir, Charlotte. Ça marche super. Ouais, si vous me permettez, je rebondis parce que moi aussi je vais devoir y aller malheureusement, mais juste savoir, Hugues, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous et éventuellement. On s'envoie je te propose qu'on s'envoie un petit mail en off, Cédric, et puis après je te mets en contact aussi avec les équipes techniques pour la partie. C'est mon associé Maxime Le Saunier qui s'occupe de tout ce qui est Keybox et toute cette partie en fait entrée. Donc je pense qu'on peut monter un petit call ensemble et en parler. Ouais, avec grand plaisir. Est-ce que tu as mes coordonnées? Je pense que ce que je peux faire, c'est un mail à la fin où je donne à tout le monde, Hugues, si tu es d'accord, ton mail, comme ça après chaque startup revient vers toi. Ouais, partage avec et comme je t'ai dit, Hugues, aussi, je t'enverrai un mail avec le nom du projet et sa description. Comme ça, toi, tu as aussi toutes les infos en main au moment où tout le monde va venir te solliciter pour potentielles collaborations. Ce genre de rencontre, et franchement, c'était hyper agréable de tous vous rencontrer, d'échanger. Est-ce que tu penses qu'on peut aussi avoir le lien de l'enregistrement, Estelle, pour les équipes et tout ça? Ok, top. Bien sûr, avec plaisir. Je vais faire en sorte que j'ai eu moi un tout petit bug internet. J'espère que ça n'a pas interféré en tout cas l'enregistrement. Le chrono de l'enregistrement, il a l'air de tenir. Ça fait 1h05. Il a l'air de tenir, donc voilà. Mais voilà, je vous envoie tout ça là, en début d'après-midi. Comme ça, vous avez toutes les clés en main, toutes et tous, pour inventer le tourisme, l'hôtellerie de demain. Génial. Merci Estelle. Merci Estelle.
Et merci, Bon, Hugues, bah, merci. c'était très instructif sur le secteur d'activité. Et personnellement, c'est le type d'hôtellerie dans lequel j'ai envie de voyager demain. Sympa. Merci à tous d'avoir pris le temps qu'on puisse échanger ensemble et de m'avoir invité, Estelle. Et avec grand plaisir, envoyez-moi des mails et on essaie de bosser ensemble au maximum. Avec plaisir. Si je peux juste, Hugues, moi je Oui. te recontacterai. Alors, je suis la collègue d'Estelle sur Welcome City Lab. Et on travaille actuellement sur le prochain cahier des tendances, donc je serai sûrement amenée à te contacter prochainement, si ça te dérange pas. Ça nous fait trop plaisir. Cahier des tendances qui fait 35 000 lecteurs, je précise. Mais voilà, c'est un beau livrable. Génial. Je t'enverrai aussi le lien de l'édition numéro 5. Je suis à ta disposition pour tout ça. Super, mais écoute, merci. Il n'y a pas de souci. Et c'était très intéressant en tout cas. Merci encore pour l'invitation et n'hésitez pas, je suis disponible et joignable. Tous ceux qui veulent, envoyez-moi un petit mail. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ciao. À très bientôt.